Bonjour, je suis Benjamin et dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur les numéros de version des jeux vidéo. C'est un sujet dont je sais d'avance qu'il ne va pas intéresser grand monde. Néanmoins, en ce qui me concerne, je trouve le sujet très intéressant et j'ai décidé de vous en parler. Vous allez voir que cette vidéo va être beaucoup plus longue que ce que l'on peut supposer compte tenu du sujet, parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus de choses à dire qu'on ne peut le supposer. Je vais donc ici, au travers de cette assez longue vidéo, vous dire tout ce qu'il y a à savoir. Une petite précision avant de réellement commencer, je suis vraiment très malade au moment où je tourne cette vidéo, donc je m'excuse par avance si j'ai du mal à parler parfois, c'est parce que je suis vraiment très mal. Ceci étant dit, eh bien, comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de choses à dire qu'on ne le pense. Je vais donc ici maintenant passer à la suite tout de suite, commencer tout de suite. Un numéro de version, c'est quelque chose qui ressemble à ceci, 1.0.0, un numéro composé de 3 nombres. Là, à mon avis, je ne vous apprends strictement rien. Ceci étant dit, est-ce que vous savez que le fait de versionner un jeu ou un logiciel de cette manière-là, avec ces 3 nombres, cela porte un nom, c'est même quelque chose qui est officiel, qui est officiellement documenté et qui est même d'ailleurs recommandé par l'industrie. Ceci, ça porte le nom de versionnage sémantique ou SEMVer en abrégé pour sémantique version. Donc ça, le fait de versionner un jeu ou un logiciel avec les 3 nombres comme ceci, c'est du versionnage sémantique. Vous savez très probablement que l'on peut aussi versionner avec 2 chiffres ou à 4 chiffres. Sachez que dans ce cas, ce n'est pas du versionnage sémantique, ce n'est même pas officiel. On en parlera très rapidement en fin de vidéo. Dans cette vidéo, on va se focaliser justement sur le versionnage sémantique. Parce que le versionnage sémantique, comme je l'ai dit, c'est donc quelque chose qui est officiel et qui est très largement utilisé, qui est majoritairement utilisé dans le monde. Bien. Je vais donc maintenant vous parler d'une autre évidence, puisque ce numéro de version ici, à 3 chiffres, chacun de ces chiffres-là, ils ont une signification. Pour ce qui est du premier, il s'agit du numéro majeur lorsque l'on veut faire une mise à jour majeure. Ce numéro majeur, lui, il sert à indiquer un changement fondamental créant une incompatibilité avec la version précédente. Pour ce qui est du deuxième numéro, il s'agit du numéro mineur qui lui sert à indiquer l'ajout de contenu ou de fonctionnalités qui ne vont pas créer d'incompatibilité avec la version précédente. Déjà, à ce stade de la vidéo, il n'est pas du tout impossible que vous soyez surpris ou en désaccord avec ceci. Si c'est le cas, pas de panique, c'est prévu, on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour le moment, je continue avec le 3e numéro qui, comme vous le savez probablement, il s'agit du correctif. Lui, il indique la correction de bugs, des ajustements et des optimisations. Bien, ce que vous avez sous les yeux là, ce n'est pas quelque chose que j'ai moi inventé, c'est justement la règle officielle du versionnage sémantique, ni plus ni moins. Bien, maintenant que l'on a dit ceci, justement, on a vu quelle est la règle pour versionner un jeu avec du versionnage sémantique. Voyons quelques exemples pour essayer de mieux comprendre un petit peu tout ça. Puisque là encore, je pense que vous allez peut-être être surpris ou en désaccord parfois. Premier exemple, je décide donc de changer la couleur du sol. Cette mise à jour, au risque de vous surprendre, sera qu'un simple correctif. Là, vous vous dites peut-être, non mais on va ici modifier un aspect visuel de quelque chose qui va vraiment se remarquer en jeu, c'est quelque chose normalement qui est mineur. Eh bien non, parce que rappelez-vous ce que l'on a vu juste avant. Une mise à jour mineure, c'est une mise à jour qui va ajouter du contenu ou des fonctionnalités sans créer d'incompatibilité avec la version précédente. Or là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc, les modifications d'aspect visuel, aussi flagrants soient-ils, ça va rester que des simples correctifs. Exemple suivant, je décide d'ajouter un arbre. Là encore, ça va peut-être vous surprendre, mais il s'agit ici d'une mise à jour mineure. Et là, vous vous dites, non mais attends,
on fait qu'ajouter un arbre à la con, ça c'est quelque chose qui est mineur, qui est un correctif, pardon. Il n'y a pas lieu à ce que ça soit mineur. Eh bien si, parce qu'on ajoute du contenu qui ne va pas créer d'incompatibilité. Exemple suivant, on veut ajouter une mécanique de saut. Ben là encore, au risque de vous surprendre, ça va être qu'une mise à jour mineure, puisqu'on va ajouter une fonctionnalité qui ne va pas créer d'incompatibilité. Exemple suivant, on veut modifier le type d'une variable. Eh bien là, ça dépend. Ça dépend de la variable dont on modifie le type. Je m'explique. Si par exemple la variable en question est une variable qui est simplement utilisée dans le code pour effectuer des calculs, des choses comme ça, on va modifier donc le type de la variable. Forcément, on va devoir corriger les fonctions justement qui font ces calculs avec ces variables, etc. Donc qui utilisent ces variables. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien ces variables-là ne servent qu'au fonctionnement du code. Donc là, on est bon. Il n'y a plus rien à faire. C'est qu'un simple correctif. En revanche, si la variable en question est la variable de l'inventaire du joueur, là, on va être dans le cas d'une mise à jour majeure. Et là, vous êtes peut-être surpris en vous disant majeure, tant que ça, eh bien oui, parce qu'on va ici créer une incompatibilité avec la version précédente. Je m'explique. Votre variable d'inventaire, il y a de très fortes chances à ce qu'elle se retrouve dans un fichier de sauvegarde. Parce qu'un fichier de sauvegarde, c'est ni plus ni moins qu'une liste des variables avec leur valeur à l'instant T. Ensuite, quand on veut charger la partie, on va tout simplement prendre la valeur de la variable qui est dans le fichier de sauvegarde, et cette valeur-là, on va l'injecter dans la variable du jeu qui est en train de tourner. Or, là, on va avoir un problème, parce que d'un côté, on va avoir dans le fichier de sauvegarde un inventaire qui va être dans l'ancien format, et de l'autre côté, on va avoir le jeu qui est en train de tourner, qui lui a été mis à jour, et donc qui lui utilise une variable d'inventaire dans un nouveau format. Et donc forcément, quand on va vouloir lui assigner la valeur, eh bien ça ne va pas être possible, parce que les deux variables ne sont pas du même type. On va donc créer une incompatibilité. Donc la modification de la variable, de l'inventaire, c'est une mise à jour majeure. J'ouvre une parenthèse vis-à-vis de ça, puisque justement, dans ce cas-là, la mise à jour que vous allez devoir faire en tant que développeur ne devra pas se contenter de faire que ça, c'est-à-dire modifier le type de l'inventaire, corriger les fonctions de mise à jour d'inventaire, etc. Et puis c'est tout. Puisque vous allez créer une incompatibilité avec la version précédente, vous allez devoir également, dans cette mise à jour-là, implémenter un mécanisme de conversion pour que vous puissiez convertir la variable qui est dans l'ancien format de l'inventaire dans un nouveau format, de sorte à ce que votre joueur puisse tout de même charger sa partie qu'il a enregistrée dans la version précédente. Il y aura juste une étape intermédiaire au moment du chargement qui sera la conversion de l'inventaire à l'ancien format vers le nouveau format. Mais il faudra l'implémenter, sinon votre joueur, il va être bloqué. J'ouvre d'ailleurs une deuxième parenthèse assez rapidement pour me faire de la publicité, puisque je vous précise que j'ai créé un framework pour Unreal Engine 5 qui est à la vente sur Fab. Ce framework qui fait beaucoup de choses, et parmi toutes ces choses-là, il y a justement un système de sauvegarde qui gère les mécanismes de conversion. Donc avec ce framework, vous pouvez gérer vos mécanismes de conversion directement dans le système de sauvegarde, si jamais ça vous intéresse. Je ferme donc les deux parenthèses et on passe donc à l'exemple suivant. On veut ici ajouter un personnage jouable. Eh bien là encore, ça va peut-être vous surprendre, mais ici, c'est une mise à jour mineure. On ajoute une fonctionnalité qui ne va pas créer d'incompatibilité, c'est du mineur. Exemple suivant, on veut faire une mise à jour qui va faire une modification de gameplay. Eh bien là encore, ça dépend. Ça dépend de la modification. Parce que ici, si la modification consiste simplement à nerf notre magie de feu, parce que nos joueurs nous ont fait remarquer qu'elle était trop puissante, ça rendait le jeu trop facile, on dit ok, on va faire moins 25% de dégâts en moins par rapport à ce qu'on avait, et puis c'est tout. On va simplement modifier une valeur, c'est qu'un simple correctif. Si cette modification de gameplay, par contre, c'est l'ajout d'une mécanique de parade ou d'esquive, eh bien là, on va être dans le même cas que l'ajout de la mécanique de saut.
on va ajouter une fonctionnalité qui ne va pas créer d'incompatibilité, ça sera donc mineur. En revanche, si mon jeu est un RPG avec des combats tour par tour et que je veux en faire des combats en temps réel, eh bien là par contre, ce sera une mise à jour majeure. Bien. Au travers de ces quelques exemples, j'espère que vous avez bien compris le versionnage sémantique et surtout, je suppose, en tout cas ce n'est pas impossible, eh bien que avec ce qu'on a vu avant et ce qu'on a vu avec ces exemples, que vous ayez été surpris ou en désaccord. Si ça a été votre cas, c'est tout simplement, je suppose, en tout cas c'est probable que ça soit lié au sujet qui suit. Il est donc temps maintenant que l'on parle de la vision biaisée des joueurs, parce que l'écrasante majorité des joueurs, et même d'ailleurs de certains développeurs, ont une vision totalement biaisée de ceci. Attention, parce que quand je dis que les joueurs ont une vision biaisée, ce n'est absolument pas de manière péjorative. Je dirais même, parce que c'est même tout à fait normal qu'un joueur ait une vision biaisée, parce que c'est quelque chose qu'on ne lui dit pas, et si on ne nous dit pas, on ne peut pas le savoir. Moi-même, j'avais une vision biaisée également, jusqu'à temps que je me penche sur le sujet, et que je découvre tout ce que je suis en train de vous partager ici. Donc, n'y voyez absolument rien de péjoratif là-dedans. Néanmoins, il est évident que le joueur a une vision biaisée. Pour vous expliquer ceci, je vais vous réafficher la règle du versionnage sémantique. Pourquoi je dis que le joueur a une vision biaisée ? Eh bien, tout simplement car le joueur sait que derrière ces trois numéros, il y a le majeur, le mineur et le correctif. En revanche, le joueur, lui, il y met tout simplement pas les mêmes choses derrière ces numéros. Parce que pour le joueur, lui, une mise à jour majeure, c'est une mise à jour qui va avoir un fort impact sur l'expérience de jeu. Une mise à jour mineure, c'est une mise à jour qui va avoir un impact plutôt moyen sur l'expérience de jeu. Et les correctifs, donc, c'est de la correction de bugs. Et on voit ici qu'il y a un fort contraste entre ce que pense le joueur et la réalité. Parce que je rappelle que la réalité, c'est ce qu'il y a ici dans les cases bleues, c'est-à-dire le versionnage sémantique. C'est officiel, c'est une règle qui est officielle et qui doit être appliquée par les développeurs. Donc la réalité, c'est ça. Et donc il y a un contraste entre la réalité et ce que pense le joueur. Puisque comme on l'a vu, l'ajout d'un personnage jouable, généralement, pour le joueur, c'est quelque chose qui va avoir un fort impact sur l'expérience de jeu. Donc pour lui, ça va être une mise à jour majeure. C'est peut-être votre cas, c'est peut-être pour ça que vous avez été en désaccord tout à l'heure. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un fort contraste ici, parce que le joueur pense que ça, c'est majeur, alors qu'en réalité, c'est du mineur. Autre exemple, alors là, on est carrément aux antipodes, le cas de la mise à jour de la variable de l'inventaire. Pour le joueur, lui, c'est quelque chose qui relève du correctif, parce que c'est quelque chose qui ne se remarque même pas. Il ne sait même pas que la variable, elle a été changée. Or, comme on l'a vu, on est carrément à l'opposé, puisque c'est quelque chose qui est majeur. Alors, qu'est-ce qui crée ce décalage ? Eh bien, tout simplement, quand on regarde attentivement le versionnage sémantique, il applique une règle qui est beaucoup plus claire et surtout une règle qui est réellement applicable. Parce que le versionnage sémantique, lui, il se base sur des aspects techniques. Là où le joueur, lui, va se baser sur des aspects sentimentaux, sur son ressenti. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas viable. Parce que dès lors qu'on se base sur un ressenti, deux joueurs vont avoir des ressentis différents. Certains joueurs vont même considérer que l'ajout d'un personnage jouable, c'est quelque chose qui est mineur, peut-être. Vous voyez, donc, on ne peut pas se baser là-dessus pour créer des règles. La vision du joueur, elle est forcément subjective. Elle est basée juste sur ce qu'il pense, lui, par rapport à ses émotions, par rapport à son ressenti, etc. Et donc, du coup, chaque joueur a ses propres émotions, son propre ressenti. C'est quelque chose qui n'est pas viable du tout. Donc, il fallait que je vous en parle tout simplement pour vous en informer, tout simplement, et pour vous aider aussi à comprendre tout ceci. Bien, maintenant que l'on a dit ceci, tout ça m'amène au sujet suivant, parce que maintenant, il va falloir que l'on parle de la face cachée du numéro majeur. Qu'est-ce que j'entends par là ?
Pour vous l'expliquer, je vais vous réafficher à nouveau la règle du versionnage sémantique. Pourquoi je dis la face cachée du numéro majeur? Parce que quand on y réfléchit bien, on se dit que finalement ce numéro majeur, il ne sert pas à grand chose. Parce qu'on ne va quasiment jamais l'incrémenter, voire même il peut, durant toute sa durée de vie, rester tout le temps un numéro 1. Puisque même les choses importantes, le personnage jouable, etc., finalement c'est du mineur. Donc on se demande bien à quoi peut servir ce numéro majeur. Eh bien déjà, premièrement, c'est quand même important qu'il soit là, parce que même si c'est rare, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc c'est déjà important qu'il soit là. Mais aussi, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Parce que ce numéro majeur, il a un deuxième rôle. Ce deuxième rôle, lui, je ne vous en ai pas parlé tout simplement car il n'est pas officiel, il est officieux. Cependant, il a beau être officieux, il est utilisé très 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 largement dans l'industrie. Quel est donc ce deuxième rôle au numéro majeur qui est, je le rappelle, officieux? Eh bien, il a tout simplement un rôle marketing, puisque ce numéro majeur, il va engager la crédibilité du studio vis-à-vis des joueurs. Puisque comme on l'a vu, les joueurs ont une vision biaisée de ceci. Et donc le joueur, lui, il attend un nouveau personnage dans une mise à jour majeure. Si vous lui donnez ce personnage en lui disant c'est une mise à jour mineure, il va être content d'avoir son personnage, mais il va avoir quand même une certaine forme de déception. Il va avoir l'impression de ne pas avoir eu ce qu'il veut. Parce qu'il attend généralement ça dans une mise à jour majeure. C'est quelque chose qui va peut-être un peu le perturber. Et donc, le fait aussi de faire des numéros majeurs, des versions majeures, ça veut dire aussi que vous vous occupez de votre jeu en tant que studio. Vous n'êtes pas contenté de simplement le vendre et puis derrière on ne fait plus rien. Ça veut dire que derrière vous pensez à vos joueurs. Donc il engage votre crédibilité de votre studio. Comment on fait donc du coup pour incrémenter ce numéro majeur? Puisque, comme on l'a vu, normalement c'est quelque chose qui va créer une incompatibilité. Eh bien pour ça, ça va être assez simple. Au lieu de publier les mises à jour au compte-gouttes, on va tout simplement accumuler les mises à jour, et quand on va avoir un volume assez important de mises à jour, on va tout simplement publier tout ça dans une seule grosse mise à jour qui sera une mise à jour majeure. Comme c'est une mise à jour qui va faire beaucoup de mises à jour, qui va faire un gros volume, alors là pour le coup, le joueur il va carrément voir quelque chose de flagrant, parce qu'il va avoir des nouvelles fonctionnalités, il va avoir tout un tas de choses là-dedans, des corrections d'éléments visuels, etc., des correctifs, il va tout avoir là-dedans, et il va avoir un volume de données important qui justifie à ses yeux que la mise à jour, elle est majeure. En plus de ça, le personnage jouable, comme ça permet de le mettre dans une mise à jour majeure, puisque du coup, c'est englobé dans tout un tas de choses, ce qui est ce qu'attend le joueur généralement. Donc ceci, c'est ni plus ni moins qu'une stratégie commerciale, c'est une stratégie de déploiement des fichiers de mise à jour. Donc c'est quelque chose du coup qui est officieux, ce n'est pas quelque chose qui répond à la règle du versionnage sémantique, mais c'est quelque chose qui est très largement utilisé. Je précise également que ce numéro majeur est peut-être aussi incrémenté par les jeux Game as a Service à chaque changement de nouvelles campagnes ou de nouvelles saisons ou de nouveaux chapitres en fonction de comment est fait le jeu. Par exemple, à chaque nouvelle campagne, ça va être une nouvelle version majeure. Par exemple, tout simplement, ce qui permet d'être clair pour le joueur et du coup comme ça tout le monde est content. Donc il y a aussi ce qui est officieux. Bien, maintenant que l'on a dit ceci, il faut que je vous parle encore de quelque chose. Il faut que je vous parle désormais des préversions. Puisque le versionnage sémantique a des règles également sur la façon de numéroter les préversions. Puisque ici, une préversion, pour rappel, c'est quelque chose qui ressemble à ça, une version alpha par exemple, une version bêta. En versionnage sémantique, le tiret est un identifiant de préversion. Donc ici, on a donc la 1.0.0-alpha. On a donc une version alpha de cette version 1.0.0. Donc c'est une pré-version. Ce qui veut dire qu'il faudra faire attention en tant que développeur. On n'est
parfois tenté de vouloir dire on va créer une version qui intègre un DLC, par exemple. Ça va être par exemple, je dis n'importe quoi, une 2.5.3-DLC pour spécifier qu'il s'agit d'une version qui contient déjà le DLC. Eh bien, on est tenté de faire ça, mais par contre, si on fait ça, on va à l'encontre des règles du versionnage sémantique, puisque le tiret sert à indiquer ce qu'il y a avant la version. C'est le principe d'une préversion. Or, le DLC, c'est carrément l'opposé. C'est ce qu'il y a après la version normale. Donc, attention à ne pas faire ceci du tiret DLC. Néanmoins, eh bien, les préversions se numérotent comme ça. Tiret alpha, tiret bêta, etc. Bien. Ceci étant dit, il faut également faire attention à la priorité de version. C'est-à-dire une priorité de version, elle a une priorité qui est donc inférieure à la version stable. Je vous ai mis un petit exemple ici. Donc par exemple, la 2.1.4 alpha, ça sera une version qui va précéder la 2.1.4 bêta, qui elle-même va précéder une 2.1.4 RC.1, qui elle-même va précéder du coup la 2.1.4 tout court. Si on a une RC.2, elle va précéder la 2.1.4, etc. Donc il faut faire attention parce que vous voyez toutes ces choses-là que l'on voit dans l'exemple, ce sont des préversions, c'est-à-dire c'est avant la version normale, celle qui n'a que les 3 nombres. Bien. Maintenant qu'on a dit ceci, je rajoute une petite précision. On est potentiellement tenté, avec nos versions bêta, de créer des versions bêta pour les bêta-testeurs et une version bêta que l'on va publier au grand public sur Steam par exemple. Et donc on est tenté de se dire, je vais donc faire une bêta.1, bêta.2, bêta.3, etc. pour les bêta-testeurs, et histoire que ça soit plus propre, eh bien mettre la bêta tout court au grand public. Attention, parce qu'une bêta.1, c'est une version qui est après une bêta sans numéro. Et lorsqu'il y a un numéro sur la préversion, eh bien, il est toujours après lorsqu'il n'y a pas le numéro. C'est-à-dire que dans l'ordre, c'est bêta, ensuite il y a bêta.1, ensuite il y a bêta.2, ensuite il y a bêta.3, etc. Donc faites attention à ça, bêta sans numéro, ou alpha sans numéro, etc. C'est toujours la première de la chaîne, la première des alphas, la première des bêtas, etc. Donc il faut faire très attention à ceci. Bien, maintenant que l'on a dit ceci, avant de clôturer cette vidéo, je vais vous donner quelques informations complémentaires. En début de vidéo, j'ai vaguement évoqué le fait de numéroter un logiciel ou un jeu avec 2 chiffres et avec 4 chiffres, en vous disant que ceci, c'est quelque chose qui n'est pas du versionnage sémantique et qui n'est même pas officiel. Alors oui, c'est vrai, ceci étant dit, ce n'est pas du versionnage sémantique, ce n'est pas officiel, néanmoins, il y a quand même des choses officieuses avec ces façons de versionner. En ce qui concerne la numérotation à 2 chiffres, on appelle ceci le versionnage simplifié. Le versionnage simplifié, comme j'ai dit, c'est donc officieux, et donc officieusement, on applique du versionnage sémantique, sauf que l'on va mettre dans le numéro mineur, les correctifs également. On va rajouter les correctifs dans le numéro mineur, ce qui crée une forte ambiguïté forcément sur le numéro mineur, puisque comme on l'a vu déjà, le majeur, c'est pas souvent. Là, il n'y a carrément plus que le mineur que l'on va incrémenter. Donc là aussi, il faut une stratégie de déploiement. Bien. En ce qui concerne la numérotation à 4 chiffres, là aussi, ce n'est pas officiel, ceci c'est officieux, cela s'appelle du versionnage étendu. Là encore, on va officieusement utiliser du versionnage sémantique, auquel on va rajouter un 4e numéro qui, généralement, sera utilisé pour indiquer un numéro de build. Je dis bien généralement, puisque le versionnage étendu étant quelque chose d'officieux, finalement, on en fait un peu ce qu'on veut. Donc on n'est pas obligé de mettre un numéro de build en 4e position, on peut mettre un autre numéro qui indique autre chose,
néanmoins, dans l'écrasante majorité des cas, des studios ou des sociétés qui font du versionnage étendu, généralement, ils l'utilisent pour une version de build. Bien. Maintenant que l'on a dit ceci, je précise également que même si le versionnage sémantique, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, c'est très majoritairement répandu, que ce soit pour les logiciels ou pour les jeux vidéo, ça ne veut pas dire que c'est utilisé non plus à 100%. C'est très utilisé, mais ce n'est pas non plus utilisé à 100%. Et ça, il faut aussi en être conscient. Il y a même des jeux qui ne font pas de versionnage sémantique, et même certains qui font du versionnage hybride. Par exemple, un jeu peut avoir du versionnage sémantique, et donc avoir par exemple une version 1.5.3, et lorsqu'il va faire sa mise à jour mineure, va donc devenir une simple 1.6, qui sera donc affichée en versionnage simplifié. Dès lors que le numéro de correctif est égal à 0, on l'affiche en versionnage simplifié. Donc, c'est une façon hybride également que certains studios appliquent sur leurs jeux. Bien évidemment, il y a d'autres façons de versionner de manière hybride. Je vous ai donné qu'un simple exemple ici. Mais voilà, il y a quand même des jeux qui font du versionnage hybride. Bien. Maintenant que l'on a dit ceci, je dirais donc une dernière chose concernant le versionnage sémantique. Sachez que c'est déjà quelque chose que je vous recommande très fortement, bien évidemment. Je pense que vous vous en doutez, mais sachez que Epic Games le recommande également. Sachez que Epic Games recommande de versionner avec du versionnage sémantique. D'ailleurs, Unreal Engine c'est versionné avec du versionnage sémantique. Au moment où je tourne cette vidéo, la version 5.6.0 est sortie depuis environ une semaine. On a donc une 5.6.0. Et ça, c'est très intéressant parce que on sait que c'est du versionnage sémantique et quand on connaît les règles du versionnage sémantique, eh bien, on sait à quoi s'attendre pour les prochaines mises à jour. En ce qui me concerne, pour le coup, il y a une certaine mise à jour que j'attends, quelque chose qui est arrivé avec la 5.6, mais qui est arrivé de manière tellement incomplète que c'est extrêmement inutilisable, eh bien je sais que c'est pas la peine que j'attende une 5.6.1 ou une 5.6.2 pour que ceci soit complété. Ça va forcément être dans la 5.7.0. Donc je sais que si je veux utiliser cette nouvelle fonctionnalité réellement, même si elle a été implémentée dans la 5.6.0, il va falloir que j'attende au mieux la 5.7.0. Et ça, je le sais simplement grâce aux règles du versionnage sémantique. J'ai même pas eu besoin de leur écrire pour leur demander, si vous voulez. Voyez ? Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc connaître ces règles-là, ça a aussi ses avantages. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est très intéressant. Je vais donc maintenant pouvoir conclure cette vidéo puisque on a dit pas mal de choses. Vous voyez qu'il y a plus de choses à dire sur le sujet qu'on ne peut le penser. En conclusion, je dirais donc que le versionnage sémantique, c'est une façon de versionner un jeu ou un logiciel de manière très claire, officielle et documentée. Car, encore une fois, je le rappelle, mais c'est extrêmement clair le versionnage sémantique puisqu'on se base sur des choses d'ordre technique, et une fois qu'on a compris, c'est très clair. Il est recommandé, comme je viens de le dire, de versionner son jeu ou son logiciel en suivant les règles strictes du versionnage sémantique, cumulé bien évidemment avec une stratégie de déploiement des fichiers de mise à jour. Je terminerai cette conclusion avec un petit peu de publicité. Sachez que je suis formateur pour la plateforme tuto.com généralement. Vous pouvez retrouver donc mes tutoriels, mes cours et formations sur Unreal Engine sur tuto.com où je vous mets le lien en description. J'y fais également des cours et des formations VBA Excel également. Je vous mets également en description le lien vers ma boutique Fab où vous y trouverez notamment le fameux framework que j'évoquais, mais vous verrez qu'il n'y a pas que ça. Et enfin, une invitation pour mon serveur Discord.
puisque c'est là-dessus que je communique mes prochaines sorties, mes prochaines vidéos, mes prochains tutos, mes prochains produits sur Fab, etc., etc. Donc, si vous voulez vous tenir informé, eh bien, vous pouvez venir sur ce serveur Discord. Vous pouvez également venir pour simplement y discuter, puisque j'ai un salon de discussion de café qui permet de venir tout simplement discuter tranquillement. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus et bien évidemment, vous pouvez cliquer sur le petit bouton là qui vient d'apparaître à gauche pour vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je publierai. Je vous remercie donc et je vous dis à bientôt.